Salut à toutes et à tous, merci de nous être fidèles quotidiennement dans Je sais tes podcasts. Soyez les bienvenus. Salut Philippe, comment ça va aujourd'hui? Quelle est ta Oh, météo intérieure? oh merde, oh pardon, on peut pas dire ça. Waouh, je savais pas qu'on allait faire de la méditation et de la contemplation. Ma météo intérieure, elle a froid. Ah oui? Oui, C'est vrai qu'il fait pas top ici, hein. En Australie, c'était mieux quand même quand tu étais là au début de l'année, hein. oui, c'est vrai. Ouais. C'est déjà fini pour nos Belges à Melbourne dans les tableaux de simple. En tout cas, notre dernier espoir, Elise Mertens, a été éliminée cette nuit par la sixième joueuse mondiale, Jessica Pegula, 6-4, 6-2. Demi-finaliste à Melbourne en 2018, Elise n'a rien pu faire face au plan de jeu très offensif de l'Américaine qui lui a asséné 24 coups gagnants. Elle a estimé avoir été stratégiquement parfaite. Belle performance pour Pegula, qui n'avait pourtant jamais réussi à battre Elise Mertens en 4 confrontations, mais leur dernier duel sur dur remontait à 2020-2021, donc c'était pas vraiment significatif. Après, Elise Mertens avait pas mal souffert, hein, lors de son premier tour face à Victoria Golubic. Elle avait aussi joué une finale à Hobart la semaine passée. C'est sans doute ça qui a pesé dans la balance. Alors pas que ça, probablement, parce que ce qui a surtout pesé dans la balance, je pense, c'est le niveau tennistique de Pegula, Ouais. qui a, euh, qui a été, comme tu l'as dit, très offensive, très agressive, plus que d'habitude. Et Elise Mertens était complètement impuissante face au coup de Pegula. Donc elle perd contre une adversaire qui était vraiment plus forte qu'elle. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Oui, et au troisième tour, Pegula, elle affrontera Olga Danilovic, tombeuse de Ludmila Samsonova, 25e tête de série. Le score est assez sévère, hein, c'est 6-1, 6-2. Donc Danilovic qui s'est promené au tour précédent. À cause de la pluie à Melbourne, aujourd'hui, la programmation a été un peu perturbée. Il y a encore de nombreux matchs qui sont en cours d'ailleurs pour le moment. Je regarde parce qu'il y a Sacha Zverev qui est en train de jouer et de largement gagner d'ailleurs contre Pedro Martinez. Le match de Kimberley Zimmerman en double dame a été reporté à demain. Mais ce que l'on peut retenir dans le tableau féminin, c'est cette énorme surprise de la journée avec l'élimination de Qin Wenzheng, 5e mondiale, finaliste de la dernière édition. Elle a été battue par la vétérante Laura Sigmund, 36 ans, 97e mondiale. Victoire inattendue 7-6, 6-3. Sur la John Cain Arena, la Chinoise a été prise à son propre jeu, habituée à dicter l'échange. Zheng a vu son adversaire l'attaquer dès les premiers coups de raquette. L'Allemande a aussi passé beaucoup de premières balles, 80%, et elle s'est montrée très adroite au filet, 13 points remportés sur 16. De son côté, la Chinoise a perdu son self-control dans la deuxième manche, à un moment donné à 2-2, 15-30 sur son service. Elle a reçu une deuxième pénalité pour infraction de temps, pour ne pas avoir servi dans la limite des 25 secondes. Elle n'a pas pu frapper son premier service, a perdu le jeu et Sigmund s'est engouffrée dans la brèche pour breaker la chinoise et ne plus jamais être rattrapée. L'Allemande devient par la même occasion la troisième joueuse la plus âgée à battre une joueuse du top 5 à l'Open d'Australie sur les 30 dernières années. Serena Williams avait réussi à faire mieux avec 2 victoires sur Simona Halep quand elle avait 37 ans et 39 ans. Sigmund est aussi la première Allemande non tête de série à battre une tête de série du top 5 à l'Open d'Australie depuis 2003. Alors, le meilleur résultat de Sigmund à ce jour en Australie, c'est un troisième tour. L'Allemande n'avait rien à perdre. Elle a joué avec un relâchement incroyable. Tu peux nous dire quelque chose de cette joueuse, Phil? Alors, dernièrement, une anecdote juste, on était à Wuhan là en fin Oui, d'année passée. Et s'en souvient, hein, One. oui, le tournoi proposait une petite activité, c'était d'aller voir une manche des championnats du monde de snooker. Et donc tu pouvais t'inscrire, et donc je me dis, bah tiens, ça m'amuse d'aller voir le snooker, j'avais jamais vu le snooker en vrai, et on était finalement à deux, je me suis retrouvé avec Sigmund à côté de moi, et on a regardé Excellent. pendant 2 heures une manche du championnat du monde de snooker. Donc ça c'est juste pour l'anecdote. Donc je la connais un peu parce que Sigmund, je pense qu'elle a dû commencer sa carrière en 2002. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est sur le circuit, et elle a eu un meilleur classement, je dirais en 2016, 2017, probablement aux alentours de la 30e place mondiale. C'est une joueuse qui est terriblement atypique. Donc la surprise alors je ne sais pas si c'est une surprise, oui, c'est une surprise de battre Zheng en termes de classement, mais Mhm. Sigmund reste une adversaire terriblement difficile à battre parce que tu parlais de ses qualités à la volée, mais c'est une terrible joueuse de double. Elle est vraiment très très à droite et très très bien classée en double. Et donc elle monte
énormément à la volée. Elle a un coup droit très spécifique. Elle met pas beaucoup de rythme. Elle fait vraiment déjouer ses adversaires. Et elle est terriblement difficile à battre parce que physiquement, elle court partout. Et c'est une combattante hors pair, hors pair. Elle ne lâche jamais, 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 jamais rien. C'est vraiment la ténacité sur deux pattes. Donc, elle est pas très agréable à regarder parce que le jeu est pas magnifique. C'est pas un tennis flamboyant, mais c'est d'une efficacité terrible. La preuve, c'est qu'elle est encore là, malgré ses 36 ans. Et elle a un état d'esprit absolument fabuleux. Et puis, elle a un sens tactique aussi génial. Donc, pas très connu, mais terriblement intéressant à regarder. Et est-ce qu'elle aime le snooker? Eh bien oui, parce qu'elle est restée longtemps. Moi, j'ai regardé, je sais pas, deux, trois frames. Et après 1 heure et demie, je me dis, OK, c'est bon. On était mal installé en plus. Elle est restée. Donc, à mon avis, elle adore le snooker. Alors la question évidemment qu'on peut se poser ici, c'est Qin Wenzheng était-elle au top, de sa forme physiquement? Elle a expliqué qu'elle n'avait pas eu le temps de faire un tournoi préparatoire avant l'Open d'Australie parce qu'elle avait eu quelques soucis physiques après le Masters féminin en Arabie Saoudite. Elle devait d'ailleurs jouer la United Cup, mais elle s'est retirée et apparemment son équipe ne voulait pas qu'elle joue en Australie. Déjà au premier tour, c'était un peu poussif face à Anka Todoni, la Roumaine. Mais donc, ouais, Qin Wenzheng, ça c'est vraiment la grosse première surprise dans le tableau féminin. Alors Aryna Sabalenka, elle, n'a pas connu les mêmes péripéties que Zheng, qu'elle a battu en finale, je le rappelle, l'an dernier. La Biélorusse a gagné en 2-7, 6-3, 7-5 face à l'Espagnole Jessica Bouzaz-Manero pour signer son 7e succès consécutif depuis le début de la saison. Sabalenka, elle a surtout remporté le 29e de ses 30 derniers matchs dans les tournois du Grand Chelem sur surface dure depuis 2023. Et c'est sa 16e victoire d'affilée sur la Rod Laver Arena. La numéro 1 mondiale a connu un démarrage en demi-teinte. Elle s'est fait prendre 2 fois sa mise en jeu dans le premier set, malgré le score de 6-3. Et c'est surtout dans la deuxième manche que la Bélarusse a dû renverser la vapeur parce qu'elle était menée 5-2. Elle a aligné 5 jeux d'affilée pour s'extirper de ce deuxième tour. C'était assez amusant à entendre Phil à la fin du match parce que dans son interview, elle a déclaré qu'elle avait essayé de se montrer plus patiente dans l'échange, de ne pas frapper sur chaque balle. Je ne sais pas si tu y crois, Alors mais oui, c'est ce qu'on entend de plus en plus dans son discours, hein. non, mais alors c'est vrai que je souligne toujours un peu son jeu très stéréotypé, mais je souligne aussi qu'elle cherche à s'améliorer. On l'a vu déjà l'année passée, elle propose un peu plus de slice dans son jeu, elle monte quand même un peu plus à la volée aussi. Elle essaye de varier et je trouve que la remarque ici est intéressante, de travailler cette solidité du fond, de ne pas vraiment tout de suite chercher à mettre un énorme vrac. Et elle en aura besoin hein, pour battre des filles contre Iga Swiatek. Je pense que c'est directement lié parce que ça reste son adversaire numéro un. Et Iga, elle est très très solide du fond, donc il va falloir qu'elle renforce aussi ces qualités-là pour pouvoir battre régulièrement une fille comme Iga Swiatek. Donc non, ça ne m'étonne pas du tout. Et ça montre aussi l'état d'esprit de cette jeune fille. J'en parlais lors du précédent podcast. Je pense que c'est une des filles qui travaille le plus sur les Mmh. tournois. Chaque fois là, la première, et j'ai déjà dit ça, et souvent la dernière à partir. Et elle travaille des heures et des heures et des heures. Donc, elle arrive, si elle arrive maintenant à mettre dans les matchs ce qu'elle travaille à l'entraînement, elle va continuer à progresser. Donc c'est vraiment intéressant. Et vraiment, non, ça ne me choque pas du tout. Il y a un compartiment dans lequel elle a beaucoup progressé, je trouve, et on en parlera tout de suite avec Coco Gauff, mais c'est au service. Parce que Sabalenka a eu aussi, par rapport à son service, elle a connu quand même des galères. Et maintenant, on sent que elle a sacrément évolué dans ce compartiment-là du jeu. Oui, c'est marrant parce que chaque fois que je pense à ça, cette crise de service, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était en 2023. Et moi, j'étais avec Kaya Jouvan justement à Adélaïde. Et Kaya, donc la Slovène, joue Sabalenka au premier tour du tournoi d'Adélaïde. Et donc Kaya Jouvan avait gagné le match. Et je pense qu'elle avait fait 24 ou 25 doubles fautes Bonne dans ce moyenne. match-là. Donc c'était vraiment un vrai cadeau. Donc le score c'était 7-6, 6-1 je pense pour Jovan. Et elle était dans un état sur le terrain, c'était vraiment triste à voir, en pleurs, complètement désespérée, complètement désabusée. Et elle a eu une année très très difficile en 2023. Et puis elle a travaillé, on a vu engager des biomécaniciens, elle a mis des consultants dans son équipe, elle a travaillé, 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 une fois de plus, encore un bon exemple.
travaillé pour essayer de se défaire un peu de ses démons. Et finalement, maintenant, elle est arrivée à quelque chose de très abouti grâce à l'entraînement. Mais c'est clair qu'elle est la femme à battre du tournoi, pour le moment, Sabalenka. Elle assume pleinement ce statut de favorite et elle rejoint au 3e tour Clara Tauson, qui vient de remporter le tournoi d'Auckland, hein, qui a battu ce mercredi l'Allemande Tatiana Maria. Clara Tauson qui est aussi passée par la Belgique, pendant, 1 année et demie, je pense. Elle était coachée, par Olivier Jeunhomme à la Justine Hénin Academy. Voilà, je le Ouais. rappelle. Alors du prochain résultat, Phil, je n'en suis pas encore remise et je suis sûre qu'il va te briser le cœur à toi aussi. Karolina Muchova est éliminée. J'ai vu. Elle a été sortie par Naomi Osaka dans ce match au sommet. La japonaise, 2 fois vainqueur à l'Australian Open, s'en est sortie après avoir perdu sèchement le premier set, hein, 6-1. Et dès le début du deuxième, elle s'est mise à mieux construire les points, à frapper plus fort dans la balle pour s'imposer 6-1, 6-3. Osaka qui n'a converti que 4 des 17 occasions de break qu'elle a eues. Et elle a déclaré qu'elle avait donné vraiment tout ce qu'elle avait sur le terrain pour venir à bout de cet adversaire qu'elle considère comme très difficile à battre. Mukova restait d'ailleurs sur une victoire contre Osaka lors du 2e tour de l'US Open. C'est la première fois que Naomi Osaka se qualifie pour le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis son accouchement en juillet 2023 et depuis qu'elle est coachée par Patrick Mouratoglou. À en croire son large sourire, en tout cas à la fin du match, c'était une victoire très importante pour elle, toujours dans le doute depuis qu'elle a fait son retour à la compétition. On sent qu'elle prend peu à peu confiance, elle serre très bien, elle bouge bien. Une victoire qui va lui donner beaucoup de confiance pour affronter son prochain tour, Belinda Bencic. Bencic qui participe à son premier tournoi du Grand Chelem depuis son accouchement l'année dernière et qui a battu en 2-7 la néerlandaise Suzanne Lamens. Alors, une question en 2 temps. Osaka, elle a trouvé la clé pour euh, venir à bout de Mukova. Après avoir pris 6-1 dans le premier set, c'est quand même un revirement de situation total. Il faut pouvoir être fort tactiquement. Oui, mais c'est l'approche de la perte du premier set. C'est pas grave. Et les pros, les joueurs de tennis professionnels, ils perdent un set. Ça n'impacte pas le mental. C'est pas grave de perdre un set. À partir du moment où tu te rends compte que ben, ce que tu fais comme stratégie, ça fonctionne pas, eh bien, tu as encore un autre set pour faire les ajustements. Et c'est ce qu'Osaka a fait avec son expérience. Donc, le fait de perdre un set 6-1 ou même le set du milieu, chez les filles, c'est que 3 sets, mais je veux dire, ça n'influence en rien. C'est 30, 25, 30 minutes peut-être où elle n'était pas sur les bons rails et puis elle a fait les adaptations. Moi, ce que je trouve assez admirable dans cette victoire, c'est que Mukova, on l'avait quand même pointé comme Oui, hein, favori. une des, oui, une potentielle Oui, gagnante du tournoi. Et donc, ça veut dire que ça place quand même Osaka maintenant, ça lui donne un autre statut parce que c'est vraiment une très très belle victoire, d'une belle manière aussi en développant, comme tu l'as dit, des qualités d'adaptation qu'elle n'a pas toujours réussi à faire dans les matchs précédents. Donc Osaka, qui bat Mukova, ça met un peu la pression sur les adversaires aussi. et tu crois que Belinda Bencic a les armes dans son jeu pour embêter Osaka? Bah, Belinda Bencic à son prime, oui, bien sûr qu'elle avait et qu'elle a dans ses mains le tennis pour battre Osaka. Euh, Comme tu l'as très bien dit, elle revient de compétition. C'est déjà incroyable de se retrouver au 3e tour Mmh, alors que c'est un tournoi de reprise pratiquement pour elle. ouais, Donc, elle va arriver très, très, très relâchée, c'est certain. Vraiment juste en profitant du moment et avec du relâchement et le tennis qu'elle a, Belinda Bencic, je veux dire, elle est terriblement, terriblement forte physiquement. Elle prend la balle très tôt. Donc, elle a tout pour battre Osaka, évidemment. Mais on a, comme je le dis, une Osaka qui arrive maintenant avec un capital confiance qui est tout doucement en train de gonfler. Et ouais. ça peut être plus compliqué quand même pour Bencic. Oui, Osaka qui a déclaré, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je pense, que si elle continuait à évoluer aux alentours de la 50e place mondiale, ça ne l'intéressait pas et que si elle n'était pas parmi les meilleures, elle n'allait pas continuer, sur le circuit parce que son but, elle, c'est juste d'être dans les 10 meilleures du monde. Oui, c'est fabuleux à entendre, hein, ça, alors que tu vas prendre 10 000 petites filles ou jeunes filles qui jouent au tennis et qui rêvent d'être professionnelles et tu leur dis à toutes, tu seras un jour 50 au monde, il n'y en a pas une qui dit, oh non, non, moi ça m'intéresse pas, c'est le numéro un où je vais travailler au délit du quartier. Euh, ouais, ça montre l'ambition, ça montre l'état d'esprit, ça montre que ces champions-là, parce que Osaka était numéro un mondial, gagné 3 grands chelems, Ouais.
ils sont faits d'un autre bois. Ils ont un état d'esprit qui est différent. Ils ont des ambitions qui sont différentes. Et que c'est être la meilleure ou rien, point barre. Ouais. C'est waouh, c'est fort hein, comme déclaration. Et c'est pas une déclaration qui manque d'humilité. Hein. Je veux dire, c'est pas le genre de fille à dire ça. Non, c'est juste qu'elle ne se voit pas ailleurs que là. C'est fort. Ouais. Alors, il y en a une qui est au top aussi pour le moment, c'est Coco Gauff. Elle a perdu un petit peu de temps en chemin, mais elle a tenu son rang face à Jodie Burrage. C'est 173e mondiale, la Britannique. Victoire 6-3, 7-5 et 7e victoire consécutive en ce début de saison pour Coco Gauff. La Britannique a quand même mené 5-3 dans le deuxième set, service à suivre. Mais elle a complètement perdu ses moyens, notamment avec 2 doubles fautes consécutives pour offrir le break à Gauff à 5-5. Jodie Burrage a connu plusieurs blessures en 2024 qui l'ont tenue éloignée des cours. Elle a donc dû activer son classement protégé pour rentrer dans le tableau final ici à Melbourne. Mais que faire face à la 3e joueuse mondiale en night session sur un cours sur lequel tu n'as jamais joué? Ne pas être ridicule est ton principal objectif à ce moment-là, non? Ouais, mais Burette, c'est une super joueuse. Hein. Elle est vraiment. Elle a été pas épargnée par les blessures. Je sais que Kate Minen l'avait joué déjà 2, 3 fois, perdu les 2 dernières fois d'ailleurs, sur les 2 dernières rencontres. C'est une sacrée, sacrée bonne joueuse qui n'a pas le ranking qu'elle devrait avoir parce qu'elle est blessée souvent. Et donc elle perd le match parce que ça s'est joué, comme tu l'as très bien dit, sur de nouveau des circonstances, de l'expérience, arriver à se transcender quand il faut faire la différence. Et ça, c'est malheureusement pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Donc, servir à 5-3 pour le 7, waouh, ça met de la pression, ça met des attentes, ça met du stress. Et malheureusement, elle n'a pas réussi à faire la différence. Quand bien même, il aurait fallu gagner encore un troisième set derrière. Mais bon, c'est une belle prestation quand même pour Boric. Oui et Coco Gauff, Boric. j'avais une question à te poser par rapport à elle, parce qu'elle a aussi changé pas mal de choses ces derniers temps. Elle a, tu l'avais dit, hier ou avant-hier, beaucoup travaillé sur son service. Elle a changé sa prise en coup droit pour essayer d'être un peu plus performante de ce côté-là du terrain. Combien de temps il faut, quand on change une prise, combien de temps il faut compter pour espérer être efficace, en compétition? Alors, c'est à l'entraînement, en 8 semaines, 3 fois par jour, tu vas pouvoir vraiment faire une vraie adaptation sur ton coup. Après, la difficulté, c'est oser amener le changement en tournoi. Et c'est là où c'est super dur. Parce que tu dois oser le Oui. faire, et surtout au service, et plus spécifiquement sur les deuxièmes balles de service, où ça peut donner des points gratuits à l'adversaire. Quand tu as fait un changement de prise, waouh, il faut vraiment oser le faire. Donc, on n'est pas armés tous de la même façon face à ça. Il y en a qui vont gérer un peu mieux que d'autres. Je ne peux pas réellement te dire le nombre Mmh. de semaines que ça prend, parce qu'il y en a qui vont s'y acclimater plus vite que d'autres. Ouais. Mais ça prend quand même. En fait, ce qui va être le facteur déterminant, c'est de pouvoir associer des victoires avec ce changement technique. Si les premiers matchs, tu les gagnes en ayant fait la petite adaptation, après, ça va te rassurer. Si tu les perds, Ouais. même si la raison pour laquelle tu perds le match n'est pas liée à ce changement de prise, tu associes quand même ce changement à des défaites. Ouais. Et donc, c'est la complexité de ce sport, c'est que c'est dans la tête, c'est pas facile à gérer. Coco Gauff, l'américaine de 20 ans, retrouvera une finaliste de Grand Chelem au prochain tour, la canadienne Leylah Fernandez, qui a dû batailler durant 2h40, 3 sets pour venir à bout de l'espagnole Cristina Buxa, la partenaire en double mixte de Joran Vliegen sur cet Open d'Australie. Alors, Diana Schneider est au 3e tour aussi, après avoir battu Tomljanovic. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, mais elle est vraiment à suivre de très près, cette joueuse russe inséparable de son bandana. 13e mondiale à 20 ans, l'une des plus grosses progressions de la saison 2024. Elle est passée de la 108e place en janvier 2024 à la 12e au mois de novembre. Et pour sa première saison complète sur le circuit, elle a remporté 4 trophées. Personne n'a fait mieux qu'elle, hormis Swiatek et Sabalenka. Elle a une puissance époustouflante. Elle a aussi une très bonne main, un très beau jeu au filet pour son âge. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques en double, c'est dire. Tu confirmes, gros talent, Phil? Oui, alors de nouveau, une joueuse très particulière. Schneider, elle est gauchère. C'est aussi une joueuse qui est très, très atypique, un physique aussi assez particulier. Elle n'est pas très, très grande. On a l'impression qu'elle bouge pas très, très bien, mais elle est super tonique, très jeune. Et effectivement, tu parles de son évolution. Moi, je me souviens de cette année, là, l'année 2024, où elle a explosé, enfin, dans le ranking, je veux dire. En début d'année, jamais personne n'aurait pu imaginer qu'elle allait terminer presque dans le top 10 mondial.
Et pourtant, elle a réussi à faire cet exploit-là. Elle a changé de coach pendant l'année. Elle a engagé Igor Andreev. Je ne sais pas si tu te souviens Ouais, d'Igor Andreev, qui était un garçon qui était top 50 russe russe, aussi, hein, oui. qui coachait Potapova. Et c'est un bon match. Ça fonctionne très, très bien, ce team-là. Il arrive à bien la faire progresser. Et donc, c'est pas la fille la plus impressionnante, une fois de plus, la plus charismatique, certainement pas la plus connue non plus, mais c'est un adversaire redoutable parce que, comme tu l'as dit, elle frappe très très fort, elle bouge très très bien, et elle a en plus de ça quand même une capacité aussi d'adaptation tactique qui est assez phénoménale. Et puis elle a un bandana qui lui porte bonheur et dont elle ne se sépare jamais. Mais qui lui va pas du tout, du tout, du tout. C'est Non, absolument affreux, cette espèce de pot de fleurs sur la tête. Et personne comprend pourquoi elle joue ça avec ça. Ça ne l'embellit pas malheureusement. Mais bon, elle peut pas s'en séparer. c'est peut-être un toc, hein. Oui, oui, ben il se passe quelque chose quand elle le met sur la tête, hein, probablement. Nadal, il l'explique avant de monter sur le terrain, il prend une douche froide parce qu'il a l'impression d'enfiler une combinaison de super-héros. Eh bien, probablement c'est la même chose pour elle, sauf que c'est pas vraiment le look, malheureusement, du super-héros pour cette joueuse, mais elle est super efficace. Alors, une autre Russe, à suivre de près, c'est, Mira Andreeva, hein, la jeune joueuse de 17 ans. Ah oui, Elle s'est fait une grosse frayeur par contre cette nuit face à Moyuka Uchiyama, la japonaise, qui a servi pour le match à 5-4 dans le 3e set avant de finalement triompher, 6-4, 3-6, 7-6. Andreeva affrontera Magdalena Frech au 3e tour après la victoire en dents de scie ouais, de la belle ça. polonaise sur Anna Blinkova, 0-6, 6-0, 6-2. Bizarre comme score. Alors, Oui. tant qu'on parle de Russes, je vais aussi préciser que Pavlyuchenkova, s'est qualifiée. Je parle d'elle parce que son sparring partner est belge, c'est Yannick Mertens. Donc, voilà, bon vent à Pavlyuchenkova qui se retrouve au 3e tour. Chez les hommes, Phil, comme au 1er tour face à Shevchenko, Carlos Alcaraz s'est promené contre le japonais Yoshihito Nishioka, à qui il a infligé une véritable correction, 6-0, 6-1, 6-4 en 1h21. L'Espagnol a donc poursuivi sa domination sur les gauchers en Grand Chelem. Il a porté à 8 son nombre de victoires sur un gaucher dans un tournoi majeur. Sur la Margaret Court Arena, le joueur de 21 ans, 3e tête de série, a remporté les 9 premiers jeux avant que Nishioka ne prenne enfin son service, sous les acclamations d'un public conciliant avec le pauvre japonais. Mais pas de quoi perturber Alcaraz, qui menait déjà 2-7-0 après 43 minutes. Nishioka s'est ensuite montré un peu plus solide dans le 3e set. Il a surpassé son adversaire à certains moments, mais Alcaraz est parvenu à le breaker dans le 5e jeu pour conclure le match. Il a frappé 36 coups gagnants, l'Espagnol. Il semblait vraiment en bonne forme. Comme je disais tout à l'heure, il a beaucoup amélioré son service, son lancer de balle. Il a d'ailleurs remporté 89% des premiers points de service et a servi 14 aces. Tout son travail hivernal paye. On l'avait vu d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu ces images où son coach Oui, mettait oui. un panier de basket. Un panier de basket, oui. Tu as déjà utilisé cette méthode Ouais, ce sont des moyens, ce sont des correctifs. Oui, on travaille avec des cerceaux. Ouais. Tu vois, tu accroches un petit cerceau à une barre et tu peux c'est visualiser l'endroit où tu dois présenter la balle. Mais bon, une fois de plus, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple-là? C'est que tu peux être numéro un ou numéro 2 mondial et continuer à trouver les moyens d'être encore meilleur. Ouais. Et ça, je trouve que c'est fou, quoi, de Alcaraz. Tu dis, il sert bien Alcaraz. Tu dis, OK, son service, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Eh bien, non. On va quand même, si on peut aller chercher un peu de pourcentage, si on peut aller chercher un peu de vitesse, un peu plus de précision, l'état d'esprit des champions. Ouais, et là aussi au niveau du matériel, je ne sais pas si tu le sais, mais il a opté pour une raquette plus lourde pendant l'intersaison, plus lourde de 5 grammes pour, faire preuve de plus de puissance et si on regarde ses 2 premiers matchs, il a frappé son coup droit à 2 km/h de plus que sa moyenne en 2024 et c'est vrai que depuis le début, bah, il gagne facilement. Ses 2 premiers tours, il les a gagnés facilement, ce qui n'est pas le cas de Novak Djokovic qui a encore perdu un set face à Jaime Faria, 21 ans, 125e joueur mondial. Et Djokovic a un tout petit peu souffert, 6-1, 6-7, 6-3, 6-2. C'était son 430e match dans un tournoi majeur, dépassant ainsi Roger Federer. Voilà, avec son nouveau coach Andy Murray dans sa boxe, Djokovic a bien réussi à gérer ce 2e tour. Au tour d'après, c'est intéressant, Djokovic va affronter Thomas Marach,
qui a passé 3h25 sur le court pour battre en 5-7 le tombeur de Gauthier Auclin au premier tour, Reilly Opelka. J'ai l'impression que ça va être un premier vrai test pour Djokovic d'affronter le Tchèque Marac. Oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le tournoi, ben, les adversaires sont de plus en plus coriaces. Alors, il est très très bon, mais tu m'as dit, c'est pour ça que je réfléchissais, tu m'as dit la même chose sur son premier tour. Tu te souviens, Djokovic, c'était aussi un test, non? Contre Ah oui, contre l'Américain, donc, Bazavaredi. Mais ouais, tu vois, donc, c'est le même type de joueur, Matchak, parce que c'est un gars qui va très, très vite et ouais, il ouais, va tout à falloir qu'il fait, travaille, mais il est beaucoup plus expérimenté parce qu'il a fait une saison 2024, de dingue, Matchak et donc bien sûr. Mais bon, c'est Djokovic en Grand Chelem, donc il peut le faire, mais je pense que Djoko reste encore favori sur ce match-là. d'ailleurs en C'est un parlant de peu tôt favoris, encore. il y a ton favori qui est en train de gagner, Sacha Zverev 6-1, 6-4 contre Martinez. Donc pour l'instant, Oui. tu tiens le bon cap. Alors, mon favori, c'est Sinner, et ensuite Zverev. Ah! OK, je croyais que tu avais dit Zverev d'office, moi. Ah non, ça c'est Christophe. Non? Ouais, c'est Wigan, Christophe Wigan, Wiegand. ouais. Oui. Alors, il y a un autre Tchèque, qui est qualifié cette nuit, c'est Jakub Mensik, 19 ans. Il rejoint le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la 3e fois de sa carrière. Il a sorti Casper Ruud en 4-7. Casper Ruud, c'est compliqué, hein, à part cette Oui. petite, éclaircie au Masters avec sa demi-finale. Pour le reste, il est quand même, moins dedans, mais malgré tout, il est très constant puisqu'il est toujours 5e mondial. Donc Tout est relatif. tout est relatif. Toujours côté tchèque, on a la qualification de Jiří Lehečka, qui a profité de Oui. l'abandon d'Hugo Gaston, alors qu'il menait 6-3, 3-1. Lehečka, Mensik, le tennis tchèque et Mačak, le tennis tchèque se porte vraiment très bien. C'est incroyable ce qu'ils font depuis quelques mois et les Français aussi se portent pas mal dans ce tournoi. Hugo Humbert s'est facilement imposé face à Hadi Habib. Fin du conte de fées pour ce joueur de 26 ans, 219e mondial, qui était devenu le premier Libanais à rejoindre le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Il a décidément dépoussiéré les livres d'histoire de son pays, puisqu'en juillet, il était devenu le premier Libanais à participer aux Jeux Olympiques, s'inclinant au premier tour face à Carlos Alcaraz. Mais je disais que les Français se portaient bien parce que Benjamin Bonzi s'est qualifié aussi, sans surprise, face au Portugais Passaro. Benjamin Bonzi qui avait battu David Goffin au premier tour, faut-il le rappeler. Arthur Fils s'est, lui, extirpé dans la douleur de son match face à Quentin Alice et il affrontera Hugo Humbert au prochain tour. Donc, Fils Humbert, ça va être un match intéressant à suivre. Il y a aussi Corentin Moutet qui est toujours dans le tableau et Gaël Monfils qui a gagné hier. Donc, mais voilà, Phil, un petit peu ce qu'on a pu glaner comme information avec David de Sourou toujours sur cette 4e journée à Melbourne. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir donné ton avis toujours Mon éclairé. humble avis, toujours un plaisir de partager avec toi, Christelle. Merci. Et puis, je te souhaite de passer une bonne après-midi. On se voit demain. On se voit demain. Salut. Merci beaucoup à tous d'avoir été au rendez-vous. À demain. Ciao.